Bonjour à tous, je suis donc allé regarder les archives qui avaient été déclassifiées sur l'assassinat de Kennedy. Donc c'était il y a 3 jours, le 17 mars, que ça a été effectif, puisque c'était suite à la première ordonnance qui avait été signée par Trump en janvier. Donc là nous sommes sur le site des archives nationales américaines, ce qui pour moi est quand même plus rassurant que si on avait accès directement au serveur de la CI, parce que eux ils ne sortiraient que ce qui ne les dérange pas vraiment, alors que les archives fédérales c'est peut-être un petit peu plus objectif. Je suis peut-être naïf, mais donc je vous ai traduit en français, gros travail, les 3 premières pages, donc environ une trentaine de PDF. Bien évidemment, c'est pour la postérité que je filme ça rapidement. Vous pouvez faire des copies d'écran de chacun, mais plus important, vous pouvez retrouver les fichiers dans le lien que je vais vous mettre en description. Donc les traductions et les copies d'origine. Alors, je précise que bien évidemment, je suis pas fan de télécharger les PDF directement depuis n'importe quel site, que ce soit les archives nationales comme ici, américaines ou autres. Parce que on peut cacher soit des virus, soit tout type de fichiers en fait incrustés dans des PDF. Donc je préfère moi faire des copies d'écran du site et de travailler page après page. C'est pour ça que ce sera des images JPEG plutôt que d'avoir les PDF. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, il y a quelques années, en parcourant des trucs déclassifiés, d'avoir un disque dur qui crame. Comme ce genre de choses m'est arrivé plusieurs fois, je me méfie. Alors pour ceux que la technique intéresse, il est tout à fait possible de mettre un exécutif ou un code dans un fichier PDF qui va s'activer et qui va par exemple créer une surcharge dans un de vos ports PDF qui inclut peut-être un disque externe. Et cette surcharge, indirectement, dans le port USB, va faire en sorte de cramer votre disque dur. C'est une des manières. Voilà. Ça peut être aussi du code dans le registre, ou le registre qui va être modifié dans votre ordinateur sans que vous le voyez. Voilà. Alors quel est l'intérêt de faire ça pour certains? Ça dépend qui déjà. Et en fait c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire vous donnez libre accès, parfois un peu sous la contrainte, parce que il y a des associations derrière qui les contraignent à sortir des dossiers, et ils le font un peu à reculons, surtout si ça vient par exemple de la CIA. Et ce qui va se passer, c'est les données seront accessibles, donc voilà, on fait les transparents, mais sur certains dossiers tendus, ceux qui téléchargeront directement les PDF, eh bien on veut savoir qui c'est, enfin qui ça peut intéresser, donc on est un petit peu, comment dire, pervers, on met un fichier, ou par exemple pour connaître l'adresse IP de celui qui a téléchargé tel truc, mais même, ça se voit sur le serveur, de toute façon. Enfin, si vous passez par un navigateur standard. Et voilà, c'est des choses qui existent, qui arrivent. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé de la sorte. Donc vous pourrez télécharger tous les fichiers dans le lien de téléchargement que je vous ai mis. Donc ça sera toujours selon le format suivant. À gauche la traduction en français et à droite le document d'origine. Alors j'aimerais ajouter que dans les noms des fichiers, je vous ai mis les numéros exacts qui sont sur le serveur des archives nationales. Comme ça, si vous souhaitez continuer le travail, vous saurez jusqu'où je suis allé. De toute façon, j'ai fini la 3e page par 10 documents. Voilà, et on est le 20 mars. Parce qu'il y aura de nouvelles entrées, évidemment. Il y a quand même, donc pour les plus impatients d'entre vous, avant de décortiquer l'entièreté de tous les documents, je me suis attardé sur certaines choses, à part faire la traduction, et je dirais qu'il y a 3 documents qui sortent un peu du lot, parce que, évidemment, quand vous regardez dans des documents déclassifiés comme ça, il y a des doublons, parfois, qui sont envoyés à différents services administratifs, mais c'est des doublons quand même. Tout n'est pas intéressant en termes de conclusion, mais je dirais que tout est intéressant quand même, parce que indirectement ça permet de voir quel est leur fonctionnement, comment ils trient les informations, quelles étaient par exemple les villes dans le monde où il y avait des antennes, la CIA, voilà, enfin tout est toujours intéressant. Mais grosso modo,
j'ai relevé que dans le 104 464, on a plusieurs choses intéressantes. La première mission de Nikonov de Bakatin était d'organiser la relation de liaison KGB-CIA qui est maintenant établie. Donc ça c'était en 1991. Autre passage, Nikonov a personnellement examiné les dossiers du KGB pour déterminer si Lee Harvey Oswald avait été un agent du KGB. Donc tout ça, ça intervient à la chute de l'URSS. Donc on leur demande si... Voilà, ils peuvent leur dire ça. Il a examiné tout le dossier volumineux très en détail. Nikonov est maintenant confiant qu'Oswald n'a jamais été un agent contrôlé par le KGB. D'après la description d'Oswald dans les dossiers, il doute que quiconque aurait pu contrôler Oswald, mais a noté que le KGB l'avait surveillé très étroitement pendant qu'il était en URSS. Le dossier reflétait également qu'Oswald était un mauvais tireur quand il s'essayait au tir sur cible en URSS. Autre document particulièrement intéressant, le 104 114 166, qui date de 1996. C'est assez troublant, et puis il y a des mots de code. Je pense que vous devriez savoir ce qui se prépare, au cas où il y aurait une mauvaise manœuvre de certaines personnes que je connais en référence au sujet que j'ai discuté avec le comité des relations étrangères, donc le fameux CFR, du Sénat, et la Chambre. Témoignage à huis clos 1990-1992. Donc il dit qu'il avait collaboré à un article paru dans un magazine de Denver, un journal, pardon. Je ne voulais pas faire partie d'une quelconque enquête gouvernementale sur mes activités passées au nom du N.W. Bolton et du bureau cubain et mes amis cubains, blablabla. J'ai dit de les aider avec tout ce qui concernait le Kennedy N.W. Bolton. Peu après, ma maison à Grande Colorado a été bombardée. J'ai été attaqué et battu devant un restaurant à Evergreen, Colorado. La question Kennedy est contenue dans ce témoignage, ainsi que l'article de Boyle. Ce témoignage est classé top secret. Ah oui, alors autre chose intéressante. Joe et moi avons longuement parlé de cela en Californie, donc a priori de l'affaire Kennedy, de Cuba, tout ça. Après notre rencontre avec Oliver Stone, le réalisateur, nous en avons même parlé avec Stone et ses collaborateurs. Tenez bon et je vous souhaite le meilleur dans votre tentative de démêler le labyrinthe et les champs de mines qui sont toujours là-bas. Alors, est-ce que ça pourrait nous confirmer que Stone a toujours eu des contacts privilégiés, peut-être avec la CIA, hein? Voilà, c'est ce que je me disais. Autre document qui me semblait intéressant, le 104 114 167. Donc ils ont des pseudonymes hein, pour pas citer les sources. L1 a parlé de l'assassinat du président John F. Kennedy. Selon L1 en 1969, L1 a personnellement vu Fidel Castro recevoir un groupe de radicaux américains. Castro leur a parlé pendant 2 heures de la raison pour laquelle un seul assassin n'aurait pas pu tuer Kennedy. Castro a ordonné une reconstitution du crime utilisant ses meilleurs tireurs et ils n'ont pas pu reproduire ce que Lee Harvey Oswald aurait prétendument fait lui-même.
On aborde à présent la page 3 des archives nationales. Donc en bleu, c'est moi qui vous ai mis des notes. Pi Ninfinite était le cryptonyme pour désigner la CIA dans les années 90. Alors en note, en bleu, je vous ai mis les termes âme carbone 1 et âme carbone 2 désignent soit des citoyens américains, soit des reporters de journaux. Un journaliste du Miami Herald a présenté Shackley à Albert, donc on a trouvé que c'était AM Carbone 1, à la fin de 1962, afin de garantir que la CIA ait toujours accès à un reporter du Herald. Une possibilité donc pour AM Carbone 2, c'est que ça soit Dom Bonafede, qui était le correspondant en chef pour l'Amérique latine jusqu'à la mi-63. Enfin, JM Wave était le nom de code des opérations de la station en Floride de la Central Intelligence Agency.
c'est la fin des screenshots, des copies d'écran filmées.